Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi 16 avril 2024. À la une de l'actualité de ce jour, les normes des stades exigées par la CAF et la FIFA changent tous les 2 ans et tous les travaux requis par ces instances internationales de football pour le stade Barry Mamas seront terminés dans un mois selon les informations fournies par le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat, premier responsable du stade. D'autre part, des discussions sont également en cours avec la FIFA pour pouvoir recevoir les matchs internationaux après ces travaux, a déclaré aujourd'hui le président de la Fédération de football. Plus de détails avec Natera Koutmaouf et Inzar Hadjiansou. Les normes exigées par la CAF et la FIFA pour le stade Barréa seront achevées d'ici un mois. Selon les explications, les normes exigées par ces instances footballistiques internationales changent tous les 2 ans, raison pour laquelle les travaux sont effectués dès maintenant pour pouvoir à nouveau accueillir les matchs internationaux. La Fédération malgache de football enverra régulièrement chaque semaine un rapport à l'adresse de ces instances pour qu'elles puissent constater l'avancée des travaux et afin de les convaincre de venir ici d'ici la fin des travaux. Il est important de constater que la FIFA est toujours à nos côtés et voit déjà les efforts entrepris par l'État malagasy pour faire bénéficier le football au peuple malagasy. De ce fait, à travers la FIFA, nous pourrions convaincre la CAF de revenir sur sa décision. Dans la foulée, le lobbying entre ces instances internationaux et la FMF se poursuit, affirme le président de la Fédération malagasy de football aujourd'hui. Les escaliers, l'installation de tourniquets, l'ajout de portails, la toiture de local des journalistes, l'herbe, les vestiaires sont actuellement en train de subir les améliorations selon les informations. Par ailleurs, il est également possible d'ajouter un stade conforme aux normes de la CAF et de la FIFA, autre que le stade Mahamas, mais cela dépend de la volonté de tout un chacun. Toutefois, l'État est disposé à le faire, affirme de son côté le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat, premier responsable du stade. Il est à noter que l'aspect sécurité reste la première exigence de ces instances internationales. L'État se doit alors de s'adapter à cela afin de pouvoir accueillir les prochains matchs internationaux. Et une double cérémonie sur le BTP a eu lieu aujourd'hui pour le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. La première concerne l'accord de coopération avec une entreprise de production de ciment pour former environ 130 jeunes et la deuxième, la remise de certificats à 85 jeunes ayant suivi une formation en BTP au sein de l'INFP Ivatu. Merveulez Ferren et Bras Denilson nous en disent plus. La première cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a été la signature d'un accord de coopération entre le ministère et une entreprise œuvrant dans la production de ciment. Une formation qui concernera environ 150 jeunes qui pourront intégrer le monde du travail immédiatement après la formation. Cette formation débutera le 22 avril et se terminera en juin au centre de formation professionnelle d'Antirabé. La deuxième cérémonie a été la sortie et la remise des certificats aux élèves ayant suivi une formation collective sur le BTP organisée par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle à l'INFP Ivatu. 85 des 100 stagiaires ont terminé la formation et ont reçu leur certificat. 27 d'entre eux ont reçu la mention très bien et seront prioritaires dans les éventuelles offres d'emploi qui seront faites par les entreprises regroupées au sein du CIM. Ces 2 cérémonies qui se sont déroulées ce matin au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle MPFILU ont donc mis fin aux 3 premiers mois pendant lesquels la ministre Lalatine Rakounjazaf a dirigé ce département ministériel. Elle qui fait partie des candidats de l'IRMAR pour les élections législatives dans le district de Faratiu et qui doit démissionner. Et l'association FMA ou Ambat Finanjana Manjes soutient les candidats parlementaires de la plateforme IRMAR. Les membres de la FMA ne doivent pas donc utiliser le nom de l'association pour soutenir des candidats autres que ceux de l'IRMAR, selon son président. Par ailleurs, l'association poursuit également les œuvres caritatives. C'est Khanirlant. L'association FMA ou Ambat Finanjana Manjes soutient les candidats parlementaires présentés par la plateforme IRMAR, selon le communiqué qu'elle a publié le 13 avril dernier, a déclaré son président Ndjiamifi Ditukptiaven devant tous les bureaux membres qui ont signé la déclaration. Les membres de la FMA ne peuvent donc pas utiliser le nom de l'association pour soutenir d'autres candidats aux élections législatives et c'est la raison pour laquelle le président de cette association appelle à la solidarité des membres.
Par ailleurs, les actions caritatives de l'association FMA se poursuivront également pour le développement du district d'Ambat-Finejan et ses environs, notamment dans les 9 communes qui le composent, selon les informations. Dans un autre sujet, après Mouroundav, la ministre de la Justice est rendue à Mianjvaz. Les tribunaux et les prisons devraient tous être au même niveau, raison de ces visites de la ministre dans tout Madagascar. À cette occasion, elle a offert une aide alimentaire à la prison de Mianjvaz et du matériel pour le tribunal locaux. Ruth Christelle Rakoutmalel. Le tribunal de Mianjvaz est confronté à des problèmes dans l'exécution de son travail, en raison du manque de juges qui y travaillent et du manque d'équipement. Lors de la visite de la ministre Ranjamanatena Soulandou Boulatine dans la localité, elle a écouté les doléances du personnel judiciaire et ensemble, ils ont proposé des solutions. La ministre a également souligné que la procédure devrait être la même dans tous les tribunaux. Le tribunal de Mianjvaz a donc reçu des carnets de suivi qui aideront les justiciables et pour éviter les racoleurs. En plus des carnets de suivi, le tribunal de Mianjvaz a également reçu 3 ordinateurs et une imprimante. Toujours à Mianjvaz, la ministre et la délégation qu'elle a conduite ont également visité la prison. Elle a donné des instructions aux pénitenciers pour renforcer la surveillance et la planification des personnes qui s'y déplacent, surtout actuellement à la veille des élections. La production dans les camps pénaux ont également été discutées pour améliorer l'alimentation des prisonniers, de même que les formations des prisonniers, tel qu'il est inclus dans le pilier numéro 1 du développement. Les prisonniers ont par ailleurs reçu des matériels de production et de la nourriture. Passons dans la partie sud de Madagascar. Les habitants de Marumbi, dans le district d'Amboissar Atsim, ont été confrontés à des problèmes de transport de produits, de commerce et surtout de déplacement hors de la ville au cours des 2 dernières années. La raison en est les dégâts causés au pont Radier après le passage du cyclone Batirei en 2022. Le problème est désormais complètement résolu, a déclaré le maire car les travaux de réhabilitation de ce pont sont achevés, ce qui devrait résoudre les problèmes des habitants de cette municipalité. Andiana Martina, essaye Sylvain. Le passage du cyclone Batirei en 2022 à Madagascar a laissé d'énormes dégâts dans la commune de Marumbi, district d'Amboissar-Atsim, dans la région Anos, notamment la destruction du pont Radier, dont dépend en grande partie la vie des résidents. Ce pont qui assure les échanges commerciaux avec les nombreuses communes qui l'entourent. Actuellement, ce problème est résolu car les travaux de réhabilitation de ce pont sont complètement terminés et il est désormais opérationnel. Le FID, sous l'égide du ministère de la Population et des Solidarités, a réalisé les travaux. Lors de l'inauguration de ce pont, les autorités locales ont souligné que chacun devait respecter les infrastructures communes comme celle-ci. À noter que la réalisation de ces travaux a duré 4 mois. Et le nombre de passagers sur les coopératives exploitant la RN6 en partant de la gare Maki d'Andouatapénac a diminué de 50%. De plus, le transport de marchandises est encore difficile après la coupure de route en raison des dégâts laissés par le cyclone Gamane. J'essaie les Mireille sur les images de Hassan Rafal Zanahari. Ce sont notamment les personnes qui ont une raison urgente qui prennent des taxis brousse en direction de la RN6 actuellement. Les passagers des taxis brousse au départ de la gare Maki Andouatapénac ont diminué jusqu'à 50%. La raison du faible nombre de voyageurs est le mauvais état des routes et la coupure de route suite au passage du cyclone Gamane dernièrement. Les passagers sont obligés de traverser le bateau 2 fois à cet effet. Outre l'augmentation du nombre d'heures passées sur la route, un passager doit également prévoir un budget en surplus pour le transportement selon les informations. De ce fait, les passagers ne doivent emporter que des bagages pouvant être transportés à la main. Dans les actualités sportives, le SDG Family a remporté la Coupe du maire de beach soccer organisée à Nalampesque Tuamas. 18 équipes représentant des Fukundans ont participé à cette compétition. L'objectif, a indiqué le maire de Tuamas, est d'accompagner les jeunes dans le domaine du sport, notamment afin de sélectionner les talentueux dans cette discipline. Anne Martina et Sa Sylvain. Le sport est très important pour le développement des jeunes. Face à la consommation de drogue qui prend de plus en plus d'ampleur ces derniers temps, l'administration de la ville de Tuamas a pris l'initiative d'aider les jeunes et de les responsabiliser à travers le sport.
Ainsi, cette municipalité a organisé des compétitions sportives auxquelles participent des jeunes de chaque Foukontani. Après la compétition de football, la commune urbaine de Touamas a organisé un tournoi de beach soccer Coupe du Maire. La finale de cette compétition s'est déroulée ce week-end à Nalampasque, durant laquelle se sont affrontés le STJ Family et l'AS Famille. L'équipe STJ Family a remporté la victoire sur le score de 2-1. Il a été constaté, à travers l'effectif de participants lors de cette compétition, que les jeunes de Touamas sont intéressés par la pratique du sport. Ce tournoi de beach soccer s'est déroulé pendant 2 mois avec la participation de 18 équipes. Passons à présent aux actualités internationales destination Israël. Ce pays a promis une riposte à l'attaque massive et son précédent lancé par l'Iran malgré les appels venus du monde entier, y compris des États-Unis, à éviter une escalade au Moyen-Orient déjà ébranlé par la guerre dans la bande de Gaza. Reportage sur les images de France 24. Nous le ferons au moment et à l'horaire que nous choisirons. Il y aura donc une réponse israélienne envers l'Iran. Quand ? C'est toute la question. Mais d'abord, l'État hébreu se félicite. L'attaque qui se dirigeait vers Israël a été déjouée presque sans pénétrer sur notre territoire. Nous restons au plus haut niveau de préparation. L'Iran devra faire face aux conséquences de ces actes. Nous choisirons notre réponse en conséquence. Pour les Américains aussi, l'attaque inédite iranienne est un échec. Les deux alliés historiques, pourtant en froid ces derniers temps, ont resserré les rangs. Soyons donc clairs. Compte tenu de l'ampleur de cette attaque, l'intention de l'Iran était clairement de causer des destructions conséquentes et faire des victimes. Si les dirigeants iraniens ont lancé autant de missiles et d'autres munitions, c'est parce qu'ils savaient qu'un grand nombre d'entre eux allaient être vaincus. Mais l'objectif était d'en faire passer le plus possible à travers les défenses d'Israël. Sur le réseau social X, Benjamin Netanyahou a tenu à remercier ceux qui ont permis de déjouer l'attaque iranienne. Israël apprécie profondément le soutien des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et d'autres pays dans la mise en échec de l'attaque iranienne contre Israël. Washington dit vouloir éviter un embrasement et assure qu'Israël prendra seule sa décision de riposte. De son côté, Téhéran a déjà prévenu. Notre conseil à tous les partisans du régime sioniste criminel est d'apprécier l'acte responsable et mesuré de l'Iran et de dissuader le régime sioniste de commettre d'autres actes malveillants. Une réponse israélienne qui pourrait menacer tout le Moyen-Orient. Mais plusieurs options sont sur la table du côté de l'État hébreu concernant cette riposte qu'envisage Israël de faire. Suivons les détails dans ce reportage de France 24. Voici les 4 hommes qui, autour de Benjamin Netanyahou, décident en ce moment des représailles contre l'Iran. Devant eux, au cabinet de guerre, plusieurs options sont sur la table et les voici. La première est une attaque directe d'Israël contre l'Iran. Les pays sont éloignés de 1500 km, autant dire à portée de missiles ou d'avions israéliens. Les défenses anti-aériennes en Iran sont faibles. Mais pour quelle cible ? Sans doute des structures militaires ou celles des gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution sont le problème. Ils contrôlent les drones et les missiles. Ils ont mené l'attaque contre Israël. Et c'est eux qui avaient déjà été visés à Damas début avril. Autre option en Iran, des frappes contre des sites nucléaires militaires. Le programme caché de Téhéran pour obtenir la bombe. Les Israéliens l'ont déjà fait par le passé. Alors si Israël frappe le programme nucléaire iranien, je pense que ça n'aura pas de conséquences, pas d'autres pays ne rentreront en guerre. Maintenant, vis-à-vis de l'Iran. L'Iran fait ça en catimini, il fait ça en secret, le développement de son arme nucléaire. Parce que tout le monde est contre. On sait bien que les pays dotés, dont la France et un certain nombre de pays, sont contre le fait que l'Iran dispose de l'arme nucléaire. Donc, de mon point de vue, c'est le scénario possible pour Israël de répondre à l'attaque iranienne. Le deuxième scénario, ce sont des attaques d'Israël contre les affiliés de l'Iran dans la région. Syrie, Irak, Yémen. Mais l'action devra être marquante car le conflit avec le Hezbollah, milice chiite du Liban, est déjà quotidien à la frontière nord et particulièrement meurtrier.
Les États-Unis, qui font pression sur Israël pour que le pays fasse preuve de retenue, ont exigé d'être informés du scénario retenu. Ce soir, le chef d'état-major israélien dit que son aviation est prête. Et à 100 jours ou presque de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, la flamme olympique va être allumée ce matin sur le site antique Olympie en Grèce avant un vaste périple qui l'amènera de l'Acropole jusqu'à Paris. La flamme arrivera en France le 8 mai à Marseille. France 4. Voici le vieux port aujourd'hui et voici à quoi il ressemblera le 8 mai. Changement de décor pour accueillir la flamme olympique, un événement pour ces Marseillais. Ça va être le feu, la flamme olympique, c'est ça, nous on est des Olympiens, voilà. Et on va passer une belle journée, j'espère que le temps sera avec nous surtout, pour ne pas éteindre la flamme. Hein. Enfin, on arrête de parler de Paris. Marseille, voilà, elle est à Marseille, à jamais les premiers. C'est une première en effet, jamais la flamme n'avait été présentée ailleurs que dans la ville haute. Pour l'occasion, une armada de 1024 embarcations accompagnera son arrivée, une entrée en majesté à bord du mythique Trois-Mâts le Belém. Le navire accostera le long de cette piste d'athlétisme flottante, ce sera à 19h. 45 minutes plus tard, le chaudron olympique s'embrasera, allumé par le porteur de flammes. Son identité reste un mystère. On va essayer de le tenir le plus secret possible, puis peut-être qu'on va tellement jouer qu'on va là encore surprendre. À Marseille, c'est le nom d'un enfant du pays qui revient inlassablement, Zinedine Zidane. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.